Et voici maintenant les Gens. Toi aussi, tu es peut-être un Gens. Les Gens, quoi. Bonjour et bienvenue à tous autour de cette table ronde. Nous sommes la fondation Cognac G, le service AJJ, accueil de jour judiciaire. Je suis Loubna, éducatrice et animatrice de ce débat. Aujourd'hui, on met à l'honneur les jeunes de la JJ, Berat, Anouar, Riz, Lewis et Sofiane. Le thème qu'on a retenu, et les jeunes ont voté, les réseaux sociaux et la sécurité en ligne. Comprendre les risques des réseaux sociaux, comment les réseaux influencent les jeunes, comment vous, les jeunes, vous faites face à un contenu choquant. Beaucoup de questions et on attend donc vos questions, vous, les jeunes. Autour de ces tables, Esmaël et Tayeb, notre psychologue, enfin on se l'approprie, mais non, c'est la psychologue de la JJ, également psychologue libéral, Thierry, éducateur à la JJ et Dimitri. Et je vais commencer par poser ma première question aux jeunes. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus et pourquoi ? Qui voudrait prendre la parole ? Sofiane, on t'écoute. Snapchat, TikTok, Instagram. Oui. Pour communiquer avec mes camarades et mes amis. D'accord. Principalement pour communiquer et pas pour autre chose ? Tu publies aussi ? Oui, un peu. D'accord. Alors les autres jeunes, Berat par exemple, qu'est-ce que tu utilises comme réseau social ? Snapchat, TikTok et YouTube. Et YouTube. Et principalement pourquoi ? Pour regarder des vidéos. D'accord. Et pour communiquer, tu publies aussi ? Non. Non ? Anouar ? YouTube, Snapchat et TikTok. D'accord. Riz, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ? YouTube, YouTube ? Pourquoi ? pour regarder des vidéos. Tu regardes quoi comme vidéo ? Des youtubeurs, par Ouais. exemple. C'est quoi c'est qui ton youtubeur préféré ? Je dirais Inoxtag. C'est qui Inoxtag si tu devais le présenter ? C'est un youtubeur qui a monté l'Everest et qui a fait 7 jours sur une île déserte. Donc c'est ce qui t'intéresse ? C'est ces aventures-là ? Oui. D'accord. Lewis, est-ce que tu as déjà utilisé les réseaux sociaux ? Non. Non, tu les utilises pas ? Non. D'accord. À votre avis, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients des réseaux sociaux ? Berat, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Est-ce que ça te divertit ? Est-ce que ça t'informe ? Est-ce que ça te permet d'être dans le même mood, on va dire, que tes amis ? Ça me divertit. Et c'est tout ? Oui. Sofiane ? Moi, ça me divertit. Ça m'apprend aussi des choses. Ça t'apprend des choses ? Oui. Quel type d'informations tu cherches alors ? Quand j'arrive pas à faire quelque chose, je vais sur YouTube et je regarde comment le faire. D'accord. Avec un tuto. Tu peux nous donner des exemples ? Un exemple que tu as trouvé pertinent ? Exemple, comment monter un meuble que tu n'arrives pas à le monter. D'accord. Donc tu as déjà monté un meuble ? Oui, D'accord. Et tu as vu le tuto donc sur quoi ? Sur YouTube ? oui, Et tu as pu le monter par la suite ? oui. Dimitri, est-ce que tu veux réagir ? Je trouve ça intéressant parce que vous avez quand même cité plusieurs réseaux sociaux différents et vous avez même mis YouTube dedans qui pourtant est un petit peu c'est entre le réseau social et presque un média, c'est presque comme une chaîne de télé en fait YouTube où on peut voir vraiment beaucoup de choses, mais c'est intéressant de voir justement que vous êtes sur quand même pas mal de réseaux. Moi j'avais aussi un peu une question, c'est que tu disais que c'était pour communiquer par exemple, mais il y a des réseaux qui sont vraiment que faits pour communiquer, comme Snapchat par exemple, où c'est vraiment quasiment que de l'échange avec des messages, alors que YouTube ou TikTok, là vous êtes beaucoup plus en spectateur en fait, parce que vous regardez plus des choses, tu vois. Et c'est quoi que vous préférez ? C'est être spectateur de choses ou au contraire vous c'est publier ou communiquer avec les autres ? Être spectateur, Les spectateurs ? Ouais. parce que le temps il passe plus vite et c'est plus amusant que parler. Genre. Dis-nous. Sur TikTok, genre, ils mettent ce que t'aimes regarder D'accord, et ça divertit. d'accord. Et toi, Berat ? Spectateur. Spectateur ? Anouar ? Spectateur aussi. Riz ? Spectateur. Ok. Et Lewis ? Spectateur. Ok. Et est-ce que, en fait, on va aborder pas mal de questions autour de cette thématique qui est les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux influencent la façon dont vous voyez ? Est-ce qu'il vous arrive de vous comparer
aux personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux? Oui, alors 2 fois, je vois des gens, ils montent leur chambre. Oui. Et ils montent ils ont une chambre full youtubeur. Mhm. Ça veut dire quoi, full YouTuber? Gamer, pour faire du montage et tout. D'accord. Et j'essaye de faire comme eux, d'avoir la même. D'accord. Et c'est possible de faire la même, c'est-à-dire selon les moyens de ta famille, tu peux refaire la même, reproduire la même? Ça dépend qui. D'accord, mais en fait, tu exiges que ta chambre soit celle que tu as vue ou c'est juste une envie? Une envie. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que ça vous influence, vous, dans votre quotidien? Est-ce que vous essayez de reproduire ce que vous voyez? Anouar? Non. Non? Ça ne t'influence pas? Perat? Non. Non plus. Riz? Non. Non. Esmen, tu veux réagir? Oui. En général, on passe notre temps à se comparer, effectivement. Et donc, c'est vrai que quand on est amené à regarder des images d'autres influenceurs, on a vite tendance à se comparer et à vouloir soit la même chose, comme dit Sofiane, soit se dire bah, moi, j'ai pas ça, et moi, j'ai pas ça, Oui. etc. Et donc, du coup, effectivement, ça peut avoir un impact sur soi. D'accord. Thierry? Dans l'immédiat, non. Enfin, si, je pourrais éventuellement avoir une question. Est-ce que ça vous serait facile? Aujourd'hui, on vous dirait, allez, plus de réseau du tout. Est-ce que ça vous serait facile de vous en passer? Riz? Je ne pense pas. Non? Ce serait difficile pour toi? Oui, un petit peu. Et les autres? Sofiane? Oui, parce que après, on n'aura plus trop on aura un peu rien à faire. Quand il pleut, on pourra plus rien regarder. On pourra plus discuter avec notre groupe classe. Et aussi, on pourra plus voir des genres de films et tout sur... D'accord, vous pourriez plus vous divertir. Oui. C'est-à-dire que ça occupe quand même pas mal de temps dans la journée. Si vous devriez évaluer le temps que vous y passez, vous diriez combien de temps dans la journée? Riz? Je dirais 2h30, un truc comme ça. 2h30 par jour. Et toi, Sofiane? Ça dépend. Bah, dis-nous, ça dépend quoi? Ça dépend que ce soit un jour d'école ou c'est les vacances, c'est ça ce que tu veux dire? Oui. Oui. Alors, par exemple, pendant les vacances, tu serais capable de rester sur les réseaux sociaux combien de temps dans la journée? Plus de 6 heures. Plus de 6 heures. Et toi, Berat? Environ 4 ou 6 heures. 4 ou 6 heures en vacances ou en temps scolaire? Les deux. Les deux? Et toi, Anouar? 6 heures, 5 heures. 6 heures, 5 heures par jour? Moi, quand c'est les vacances. Ah, pendant les vacances. Je suis quand même surprise du nombre d'heures que vous passez sur les réseaux. C'est-à-dire que ça occupe quand même pas mal de votre temps sur la journée. Est-ce que... je sais pas comment vous réagissez, vous, Dimitri? Alors, moi, je vais pas donner mon temps d'écran à moi parce que c'est scandaleux. Mais c'est vrai que la question que du coup tu posais, elle est intéressante parce que... On pose souvent la question justement, puis même il y a des youtubeurs qui en parlent aussi, tu sais, de la déconnexion, de faire des posts, tout ça, etc. Même là, vous disiez Noxtag qui a monté l'Everest. Moi, j'ai vu le film en plus, c'était vraiment super. Et dès qu'il est rentré, il a fait 3 mois vraiment où il a expliqué que pendant 3 mois, on le voyait plus parce qu'il avait coupé ses réseaux pour faire vraiment une pause. Et c'est une question qui est en fait hyper nouvelle et... En fait, je me dis que c'est un peu comme si à l'époque, je sais pas, peut-être de l'Empire romain, tu demandais à quelqu'un et si on te privait d'aller sur la place Forum. En fait, au-delà de les contenus réseaux sociaux, tout ça, on est tellement une génération, enfin, à partir des enfants, on va dire des années 80-90, on est tellement une génération qui... On a beaucoup de jeunes qui se sont construits en intégrant ça ou en voyant naître ça, comme moi j'ai pu le voir naître dans ma génération, j'ai bientôt 30 ans. Et en fait, au-delà de le réseau social, ça a créé toute une hyper-connectivité avec les cercles d'amis et même une découverte totale du monde. Et c'est aussi génial que ça peut être dangereux parfois. Oui. Mais c'est vrai que bien éduqué, bien utilisé, ça reste quand même en fait une nouvelle forme d'interaction, de rencontre aussi, de plein de trucs. Et se poser la question de couper ça, de se priver de ça sur une vie, si on a commencé à grandir avec ça, c'est peut-être quelque chose de compliqué parce que ça apporte aussi quand même beaucoup de choses qui peuvent être positives, de dingue. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une éducation aussi et moi je pense par exemple que là à l'instant T je te dirais que je suis incapable de faire une déconnexion de 2-3 mois à une plateforme sociale et au-delà du fait que on est actif dessus ou pas, en fait il y a une différence, tu vois, sur les heures d'écran.
quand tu consultes YouTube et que tu vas regarder par exemple, je sais pas, des documentaires, des tutos, comme tu disais, pour monter des meubles, peut-être que du coup ton téléphone va te dire tu viens de passer 2 heures sur un réseau social, certes, ça dépend ce que tu en as fait. Si tu as passé vraiment 2 heures à regarder des TikTok pas très intéressants, tu sais, avec la voix de TikTok qui est un peu nulle et tout ça, et qu'à la fin tu n'en as rien, tu n'en gardes rien, tu n'as rien appris, bon là c'est peut-être un peu perdu. Si tu as passé du temps à regarder quelque chose qui t'a intéressé ou à parler avec des amis et que c'était une discussion qui était super forte dans votre relation, ou si tu as vu des choses intéressantes, ça reste un temps qui est bien utilisé. Et puis au final tu disais on peut s'ennuyer. Dans les exemples que tu disais, tu vas voir des films, tu peux les voir aussi au cinéma ou en DVD ou autre. Parler avec tes amis, rien t'empêche de le faire en vrai. Ou, tu vois, donc après, ça pose d'autres questions, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que de plus en plus, c'est compliqué de se couper complètement de la sphère en ligne, quoi. Je me pose quand même la question, parce que là, en moyenne, on a environ 5 heures d'heures consommées, qu'on passe en tout cas devant les écrans ou devant les réseaux sociaux. Je me demande en fait si ça ne nous sédentarise pas, ou plutôt énormément. Je ne sais pas quelles sont les répercussions plus tard, parce que là, on ne les évalue pas. Peut-être, je ne sais pas moi, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on en dira ? Oui, Thierry. Non, mais effectivement, c'est une très bonne question à laquelle j'ai pas du tout de réponse. Et effectivement, mais je crois que, pour rebondir sur ce que tu disais, Dimitri, il y a une addiction, malgré tout. Oui. Enfin, on n'avait pris pas. Moi qui fais partie, malgré tout, d'une autre génération, j'ai 54 ans, j'ai pris malgré tout le train en marche. Effectivement, on évite. C'est très addictif. Après les répercussions, effectivement, je pense, oui, tant que c'est une ouverture, effectivement, et ça permet d'échanger. Et il y a plein il y a plein de malgré tout de repères. Les jeunes entre eux, ils ont souvent alors j'ai plus le terme exact, mais des références. Voilà, est-ce que tu as la ref, malgré tout. C'est qu'on le veuille ou non, bien souvent un lien social. Voilà, ça peut être sur des petites phrases, des petites expressions. Mais malgré tout, c'est bien souvent un lien social. Oui. Et avec une dimension malgré tout intégrative. Quand même, tu as dit le mot addiction. Peut-être l'addiction. Le terme est peut-être fort. Peut-être l'addiction. Il est absolument pas fort, le terme. Je vais juste revenir sur le nombre d'heures qu'on a eu. Moi, je le trouve pas forcément excessif. Je trouve justement que c'est honnête. C'est sûr que c'est honnête. c'est très honnête. Et je pense qu'on devrait aussi s'interroger sur nous, les adultes, combien d'heures on passe sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on n'est pas très loin, voire même plus pour certains. Donc ça me choque absolument pas. Sur ta question de dire est-ce que ça nous déconnecte pas et on n'est pas poussé du coup à la sédentarité, effectivement, ça on le voit pour tous. Mais c'est pas que sur les réseaux sociaux, c'est générationnel. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont plus trop en boîte de nuit. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes de nuit qui ferment. Au lieu d'aller au resto, aujourd'hui, on a changé nos habitudes et on commande sur des plateformes. Après, je vais juste revenir sur effectivement la consommation et l'addiction des réseaux sociaux. Tout à l'heure, on a fait la distinction entre les réseaux sociaux sur lesquels on peut scroller et d'autres plateformes où on peut effectivement tirer des informations et même apprendre des choses. Je crois qu'il y a vraiment une distinction à faire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il arrive que de plus en plus, maintenant, les jeunes arrivent à faire des pauses. Alors peut-être pas 3 mois, mais de plus en plus, les jeunes ils se mettent à faire des cures, entre guillemets, de réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on désinstalle Insta, on désinstalle TikTok pour voir l'effet que ça fait sur nous. Et on s'aperçoit qu'on va beaucoup mieux, même si c'est un facteur de liens sociaux, etc. On va beaucoup mieux parce qu'on se compare moins, parce qu'on a une meilleure estime de soi et pour tout un tas d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée il y a peut-être 1 an ou 2, une étude longitudinale sur les différents continents, différentes catégories socio-professionnelles qui prouvent, si le lien il est direct de causalité entre la consommation de TikTok et Insta, puisque c'était les 2 réseaux qui ont été étudiés pour cette étude, et le taux de dépression. Donc la consommation excessive, je ne dis pas raisonnable, mais excessive, sur toutes les catégories socio-professionnelles, sur tous les âges, peut entraîner des dépressions ou en tout cas une dégradation de la santé mentale. On n'évalue pas l'excessif, justement. On n'a pas d'indicateur sur ce que c'est l'excès. Alors je vais me tourner vers les jeunes parce que c'est vous qu'on veut écouter aujourd'hui.
Vous êtes là les jeunes, vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comment décidez-vous ce que vous partagez en ligne et ce que vous gardez privé? Est-ce que par exemple une photo, vous vous posez la question, est-ce que cette photo-là, je peux la publier? Ou cette photo-là, je peux pas du tout la publier? Et sur quoi vous vous basez justement pour publier tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, Sofiane? Un peu de tout. C'est-à-dire? Le temps, ça peut être le temps. Parce que si tu fais une photo et il pleut, tu te dis, elle est moche la photo, tu peux la refaire quand il fait beau. D'accord. La tête. La tête, c'est-à-dire? S'il n'y a pas de filtre, des fois il y en a, ils font ça. Oui. C'est-à-dire que toi, tu préfères les filtres? Non. Ah, donc tu préfères une photo naturelle, c'est ça? Oui. D'accord. Donc il faut que la photo soit esthétique, c'est ça ce que tu es en train de nous dire, qu'elle soit belle? Qu'elle soit parfaite. Qu'elle soit pas? Parfaite. Ah, qu'elle soit parfaite. Ok. Berat, comment tu publies? Qu'est-ce que tu prends en compte pour publier? On va dire que j'ai une photo de moi, je pense pas que je vais la publier. Ah, tu la publies pas du tout? Tu publies rien du tout? D'accord. Anuar? Je publie rien du tout. Ah, tu publies pas? Est-ce que par exemple, ça vous dérange pas de publier des photos à la plage, par exemple, à la piscine, où on vous voit en maillot? Est-ce que ça vous dérange ou pas, Sofiane? Oui. Ça te dérange? Oui, mais en général, quand je vais à la plage, je filme le paysage, genre le sable, l'eau. D'accord. C'est-à-dire que dans le choix de tes photos, tu vas pas quand même mettre une photo où tu es en maillot. Donc ça, c'est un critère pour toi. Oui. D'accord. Riz? C'est un petit peu gênant de se prendre en photo et publier ça. De publier des photos à la plage, c'est ça ce que tu veux dire? Oui, ou même quand tu es en maillot de bain. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de visionner des contenus qui vous ont choqué? Oui, Riz, tu veux réagir? Je crois pas. Tu n'as jamais visionné quelque chose qui t'a choqué? Non. Non? Sofiane? Oui. On veut pas le contenu, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment tu as réagi justement à ce moment-là? Est-ce que tu as signalé ce contenu, par exemple? Non. Tu l'as pas signalé? J'ai juste, comme c'est sur TikTok, j'ai juste mis pas intéressé pour ne plus tomber sur ça. D'accord. Est-ce que pour vous, le nombre de likes, par exemple, sur une photo est important? Berat? Oui. Pourquoi c'est important? C'est une fierté. C'est une fierté? C'est quoi qui est une fierté? Le nombre de likes? On va dire, on publie une photo, plus on a de likes et plus on en est fier. D'accord. Donc tu relis le nombre de likes à la fierté que tu en tires, c'est ça? Oui. D'accord. Anuar, est-ce que le nombre de likes est important pour toi sur une photo? Oui. Est-ce que tu es content quand tu vois qu'une photo a beaucoup de likes? Oui. D'accord. Parce que les gens, ils like, ça fait bien. D'accord. Ça veut dire que tu sens que les gens s'intéressent à toi, c'est ça? À travers cette photo? Oui. Oui, Sofiane? Moi, oui. Mm-hmm. Car si je publie les photos, c'est pour les likes. Oui. C'est principalement pour les likes. Et les abonnés. Sinon, je l'aurais pas publié si ça ne servira à rien. D'accord. Et donc, comment on peut faire une lecture de cela, Dimitri? Moi, je trouve ça intéressant, sachant que moi, je suis comme tout le monde aussi, évidemment, quand je publie quelque chose, j'attends une montagne de likes, parce que c'est aussi le but. Quand on publie, effectivement, on veut ça. Mais en fait, je pense qu'il y a un sophisme, il y a un syllogisme aussi qu'on oublie parfois souvent, c'est qu'on se dit, si telle personne n'a pas liké ma photo, ça veut dire qu'elle ne l'a pas aimée. Et du coup, après, ça fait des nœuds dans la tête où on se pose plein de questions de ça. Alors qu'en fait, en plus, aujourd'hui, il y a 1000 raisons pour lesquelles une personne peut ne pas avoir liké une photo. Il y en a qui n'ont pas le réflexe, il y en a qui ne likent rien, il y en a qui peut-être n'ont pas vu la photo. Mais en fait, on va tout de suite faire un peu ce raccourci de tous ceux qui ont liké, ils aiment, tous ceux qui n'ont pas liké, soit ils s'en fichent, soit ils aiment pas. Et c'est ça qui est un peu dur, alors que, tu vois, par exemple, dans la vie, imagine que tu t'habilles bien, tu mets un super haut, un peu stylé, tout ça. Et par exemple, à l'école, il y a 2 copains à toi qui vont te faire un compliment en disant « Waouh, il est super ton pull aujourd'hui ». Et t'es content, tu dis merci. Et ça veut pas dire que les 900 autres élèves du collège, ça veut pas dire qu'ils aiment pas ton pull. Ça veut juste dire qu'ils se sont pas exprimés. Tu vois. Et en fait, même moi, j'ai tendance aussi un peu à faire ce raccourci-là, de se dire mince, ma photo, elle a pas fait beaucoup de j'aime, elle doit être nulle. Et en fait, ça, vu que c'est un peu ça le jeu, quand tu publies, tu vas aller chercher ça, tu vas chercher l'attention des autres. Si tu l'as pas en retour, tu peux te poser des questions. En fait, tu vas te créer des questions qui sont vraiment basées en plus sur pas grand chose, parce que c'est de l'extrapolation pure et c'est
c'est comment l'interprétation. Ouais, c'est ça, c'est de la supposition. Tu supposes que, et surtout si en plus t'attendais spécifiquement qu'une personne en particulier mette un j'aime, parce que tu te dis cette personne, cette fille ou ce garçon, il va. Une amoureuse. Voilà, ton crush. J'espère que mon crush il va mettre un j'aime. Et si ton crush il met pas de j'aime, ton monde s'écroule et tu te dis en plus du coup je me suis humilié, j'ai posté une photo qui du coup est nulle vu que telle personne n'a pas liké. Alors qu'elle a peut-être juste pas vu, peut-être juste qu'elle faisait autre chose, elle était occupée, elle a pas le réflexe de mettre j'aime. Et ça crée plein de nœuds dans la tête. Et après, c'est aussi ça qui est un peu compliqué. Et ça devient pour moi, elle est vraiment là, l'addiction aussi. C'est au-delà de aller scroller du contenu sans fin parce que ça vide la tête et que ça remplit une journée, tout ça. C'est l'addiction de j'ai la possibilité de me montrer aux autres et de recevoir un petit peu des compliments, des j'aime, tout ça. Et en fait, c'est un peu ça la course. Et c'est aussi ça, je pense, qui peut-être, tu parlais du coup notamment d'accentuation de la dépression ou dans des cas comme ça. Je pense que pour des gens qui vivent un quotidien un peu difficile et qui voient un petit rayon de soleil dans le fait de publier une petite photo, ce qui est déjà un défi en soi, c'est vraiment pas facile de publier une photo, surtout de soi-même. Et qu'en plus, du coup, t'as pas le résultat de ce que tu aurais rêvé, ou t'as pas ce petit shot un petit peu de dopamine, tu sais, de trop bien, on parle de moi, les gens ils aiment, tout ça. Si en plus t'as pas ça, à mon avis, ça peut vraiment aussi casser un moral encore plus, surtout pour quelqu'un qui est déjà dans un quotidien mentalement difficile. Et c'est-à-dire que c'est relié quand même à l'estime de soi et que ça peut avoir un impact, Madame la psychologue. Oui, c'est un impact direct parce qu'on active le circuit de la récompense avec les j'aime. Le circuit de la récompense, c'est qu'en gros, le cerveau, il est content, il est tout heureux dès qu'il reçoit des likes. Tu as parlé de la dopamine, c'est effectivement la dopamine qui est en jeu ici. Et après, on s'habitue avec ces montées de dopamine dans le cerveau. Et quand on n'en a pas, parce qu'il arrive que des fois on n'en a pas ou on en a moins, on est vite déçu. Et la descente, elle est assez rude. Et c'est comme ça qu'après, on a de l'anxiété, on se pose effectivement plein de questions, on se fait des nœuds au cerveau de savoir pourquoi telle et telle personne n'ont pas mis des j'aime ou des likes. Donc effectivement, c'est complètement relié. C'est le danger, c'est-à-dire que notre estime de nous, on la met dans les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est un vrai danger parce que les autres, on ne sait jamais qui c'est. Il y en a qu'on connaît en général sur les réseaux sociaux et puis il y en a plein qu'on ne connaît pas, qu'on a ajouté comme ça, avec le risque d'avoir soit pas de likes sur d'autres photos, soit même au pire d'avoir des commentaires désagréables qui vont quand même nous impacter, même si on se dit que ça ne va pas nous toucher, ça nous touche quand même. Merci de me tendre la perche du coup, Esmaël, par rapport à cette question. Est-ce que les jeunes, vous avez déjà entendu parler de cyberharcèlement? Oui, Sofiane. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui. Alors dis-nous. C'est de l'harcèlement à travers un téléphone. Ouais. Genre, imaginons, il y a quelqu'un qui a mis une photo, genre sans faire exprès, on va dire ça. Il y a tout le monde genre, qui prend des captures d'écran et qui envoie à tout le monde et qui se moque. Est-ce que c'est déjà arrivé dans ton quotidien? Oui. Il y avait quelqu'un, il avait fait une photo sans faire exprès. C'est-à-dire, c'est une photo moche, c'est une photo dénudée, c'est une photo comment? Dénudée. D'accord. Et il s'était fait pirater. Et il s'était fait harceler à cause de ça parce qu'il y a tout le monde qui a envoyé à tout le monde. Et du coup, la personne, elle s'est sentie comment, vous savez? Il a pleuré. D'accord. Oui, Berat, est-ce que tu sais ce que c'est, le cyberharcèlement? Oui, on va dire, on poste une vidéo et tout le monde va commencer à dire dans les commentaires qu'ils n'aiment pas, ils vont commencer à nous insulter et tout. Ça t'est déjà arrivé? Non. D'accord, c'est déjà arrivé à quelqu'un que tu connais? Ou tu l'as déjà vu quelque part? Non. Non, d'accord. Anouar? Oui, c'est l'harcèlement derrière un écran. D'accord. Alors moi j'ai cherché la définition et franchement il y a des sources quand même assez officielles de ce que c'est. Le cyberharcèlement, c'est un harcèlement moral qui consiste à intimider et à humilier la victime par des messages d'insultes, de moqueries ou de menaces. Est-ce que ça vous parle cette définition? De par l'histoire que tu as racontée, est-ce que tu penses que cette personne elle a été insultée, moquée? Oui. Humiliée du coup? Beaucoup. D'accord. Et tu as des nouvelles de cette personne? J'ai presque envie de demander. Oui, ça va, elle va bien? Oui. Ah ok, tant mieux, c'est rassurant. Vous, qu'est-ce que vous faites si vous êtes témoin de harcèlement en ligne? Riz. On appelle le 3930. Le 3930? Non, c'est quoi le numéro déjà? Non, ça c'est le numéro du Père Noël, je crois. Le 3930, je sais pas ce que c'est. Ça fonctionne aussi. Oui, peut-être. Je sais pas à quoi ça sert. Sofiane.
Ben moi, mon collège, sur notre page Pronote, tu peux envoyer un message directement en anonyme. Génial. Et en fait, c'est un truc contre le harcèlement. Tu cliques, Oui, tu dis qui se fait harceler en écrivant. très bien. Et quand tu envoies le message, c'est en anonyme. D'accord. Berat, toi, tu es au courant de ce qu'il faut faire quand tu vois quelqu'un qui est victime de harcèlement en ligne? Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais est-ce que tu sais comment réagir du coup? Non. Non. Annuaire? Dans mon carnet, il y a écrit un numéro d'harcèlement et D'accord. on peut l'appeler. D'accord, mais c'est le harcèlement physique ou le harcèlement même en ligne? Je sais pas en fait de quel numéro il s'agit. Riz. C'est le harcèlement en ligne. D'accord. Et du coup, Esmaën, comment tu réagis à cette thématique assez compliquée qui est le harcèlement en ligne? Le cyberharcèlement, c'est quelque chose de terrible parce que souvent les jeunes, on leur dit on fait de la prévention et on leur dit surtout d'en parler aux adultes. C'est peut-être pas le premier réflexe qui arrive parce qu'en général on a honte quand ça nous arrive, on est touché, on se dit qu'il y a quelque chose qui est de notre faute et donc forcément on va se renfermer sur soi. Et pas vouloir en parler. Et puis après, il y a des changements d'humeur, de la tristesse, de la colère. Pour certains enfants, il y a de la déscolarisation. Il y a des troubles du sommeil, il y a de la fatigue. Ça, c'est des signes qui viennent montrer quand même qu'on est impacté, même si souvent, on ne veut pas dire qu'on est impacté par ce qui se passe, par les mots qu'on reçoit, par les appels des fois incessants qu'on reçoit. C'est comme ça que ça peut aller très très loin. La meilleure façon de réagir, c'est déjà d'en parler à des adultes qui, eux, vont pouvoir aussi nous protéger. Ça va être aussi de signaler, ça va être de bloquer la personne, mais c'est aussi et surtout de peut-être garder des preuves, de faire des captures d'écran sur ce qui se passe pour pouvoir aussi se défendre si besoin. D'accord. Thierry, ça te fait réagir? Le cyberharcèlement? C'est un sujet qui fait toujours réagir. Alors, à titre personnel, je ne connais pas du tout. Il y a toujours la fameuse question... Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à cyberharceler quelqu'un d'autre? Ouais, bon, j'imagine, il y a tout le phénomène de groupe, mais qu'est-ce qui est à l'initiative, qu'est-ce qui est à l'origine en fait d'un tel comportement? D'accord. Il y a Jérémy qui me tend en fait une information hyper intéressante. Donc, pour prévenir et lutter contre toutes les formes d'agression, de harcèlement ou de cyberviolence sur un enfant, plusieurs numéros existent. On a le 119, on a le 3020. On a le 30-18, donc si tu as besoin d'aide, à la maison c'est le 119, sur les réseaux c'est le 30-18, et puis à l'école c'est le 30-20. C'est des informations qui sont certainement précieuses. Comment on se reconstruit? D'après vous les enfants, si jamais quelqu'un a subi justement ce cyberharcèlement, il a posté une photo, c'est le cas de la personne, enfin de l'histoire que tu as racontée tout à l'heure, Sofiane. Comment cette personne, elle peut se reconstruire après? Est-ce qu'on se met à la place de cette personne? Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour ne plus tomber justement dans ce piège? Il y a deux solutions. Oui. La première, d'attendre que tout le monde oublie. Et la deuxième, pour plus que ça se reproduise, soit de mettre genre un mot de passe long, on va dire, ou soit de désinstaller directement. D'accord. Riz? De ne pas écrire et ne pas lire les messages. Ah, ça aussi, c'est une forme de protection, n'est-ce pas, de ne pas lire les messages? Mais est-ce que c'est possible? Il faut avoir une grande force psychologique, justement, force morale, c'est ça, pour ne pas lire? Et aussi effacer les messages. Effacer les messages. Et le compte. Et le compte, carrément. Berat, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? On va dire, s'il se moque de moi, c'est mieux le bloquer. Oui. De bloquer tout le monde ou de désinstaller carrément le réseau social en question? Juste bloquer les personnes qui se moquent de nous, qui nous insultent. D'accord. Quels sont les conseils que vous donnerez à un enfant, à un adolescent, justement, pour se protéger du cyberharcèlement? Est-ce que vous avez des conseils, Anouar? Pas poster de photos de nous, notre visage. D'accord. Ah oui? Ne pas poster de visage? Est-ce que c'est votre cas? Vous postez pas vos visages? Non. Oui, toi, Anouar, tu m'as dit que tu postes pas. Sofiane? Moi, oui. D'accord. Et quel est le conseil que tu donnerais à un jeune, ou enfin à un adolescent ou un préadolescent, un enfant, pour se protéger du cyberharcèlement? Si quelqu'un critique, soit vous mettez un truc, maintenant ça existe, pour trier les commentaires, ça bloquera directement les commentaires méchants. Oui. Ou sinon, directement, vous le bannissez de votre compte.
Esmaël, est-ce que tu peux donner des conseils justement pour se protéger? Déjà, il y a des très bonnes idées qui sont énumérées ici. Mais il y a aussi filtrer dans un premier temps. Qui sont les amis que j'ajoute sur mes réseaux sociaux? Déjà, c'est un premier filtre. Si je ne connais pas la personne, je vais peut-être réfléchir à ce à quoi je lui donne accès dans ma vie privée. On a parlé effectivement de filtrer les commentaires. Riz a dit qu'on n'est pas obligé de tout lire. Ça, c'est une chouette idée de ne pas tout lire. On n'est pas obligé de tout lire, effectivement. Je pense qu'il y a différentes sortes de façons pour se prémunir de ça. C'est déjà faire de la prévention sur le fait que si je suis sur ces réseaux sociaux, si je donne accès à des images, à des informations sur ma vie, forcément, je vais avoir des retours de gens qui sont aigris, qui sont pas contents, et ça fait partie de la vie. Oui. Dimitri, tu en penses quoi? C'est un sujet difficile parce que en fait, je pense que malgré tout le travail d'éducation qu'on peut essayer de faire, il y aura toujours à un moment donné des jeunes ou des moins jeunes qui vont se retrouver dans le camp des harceleurs aussi, et c'est une réalité aussi. On ne pourra jamais atteindre, je pense, le chiffre 0 du nombre de harceleurs. Et ça, alors vous avez raison aussi dans ce que vous dites. Moi, je trouve ça aussi un peu triste de dire que pour pas se faire harceler, il faut pas publier, supprimer son compte, tout ça, parce qu'au final, ça fait plus de tort à la victime qui doit se priver de faire des choses plutôt que de sanctionner ou prévenir ceux qui vont être méchants et harcelés. Donc c'est ça qui est dommage, c'est très injuste. Mais je pense aussi un peu comme tu disais, c'est que si on a des doutes, en fait, il faut essayer le plus possible d'être prudent. À savoir que si jamais on n'est pas sûr, par exemple, on a des amis qui de temps en temps se moquent gentiment, mais que ça ne nous met pas forcément à l'aise, mais que c'est ok, que ça va. On se dit, si je publie quelque chose, peut-être que je vais trier un petit peu qui va avoir accès, et que les amis qui sont parfois un petit peu taquins et que ça peut parfois déranger, dans l'idée, on va essayer de ne pas leur donner l'accès à nos réseaux sociaux ou faire en sorte qu'ils ne voient pas une publication. Maintenant, sur Instagram, on peut choisir qui sont nos amis proches, par exemple. Et on peut mettre une photo et choisir exactement qui va avoir le droit de voir cette photo. Donc ça peut aussi être, ça ne t'empêche pas de publier, de vivre ta vie en ligne. Et en même temps, ça va peut-être du coup empêcher certains enfants qui seraient tentés de harceler de venir se moquer. Après, malheureusement, voilà, je pense qu'il faut aussi faire attention un petit peu à ce qu'on publie, et puis surtout essayer d'avoir un cercle d'amis de confiance. Malheureusement, le harcèlement, souvent, ça vient hors du cercle d'amis et on n'y peut rien, et ça, c'est aussi la réalité. Mais c'est bien ce que vous avez dit, déjà les numéros, tout ça. Et puis Pronote, c'est super. Je ne savais pas que certains établissements faisaient ça. Donc je l'apprends, c'est hyper intéressant. Ouais. Et est-ce que vous êtes déjà fait des amis en ligne et que vous avez rencontrés dans la vraie vie? Berat? Oui. Oui. Comme par exemple, j'ai rencontré une personne sur Fortnite. Du coup, ensuite, je l'ai ajouté sur Snap. D'accord. Et c'est une personne que tu vois dans la vraie vie et que tu as déjà rencontré? Et donc, c'est un ou une amie? C'est un ami? C'est un garçon. C'est un garçon. Donc, c'est un ami qui compte pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu estimes qu'il fait partie de tes vrais amis? Non, pas trop. Pas trop. Annuaire? Non. Non. Sofiane? Moi, j'ai un truc à dire. Oui, dis-nous. J'ai rencontré plein de personnes que j'ajoute aussi sur Snap. D'accord. Mais des fois, ça m'arrive de rencontrer des personnes qui habitent dans la même ville. D'accord, c'est des personnes que tu rencontres en ligne et qui vivent dans ta ville. Ou même dans mon collège, des fois. D'accord. Parce que avec les amis des amis, des fois, tu peux les ajouter en ajout rapide et tout. D'accord. Riz, est-ce que tu as déjà créé des amitiés en ligne? Oui. Oui. Est-ce que c'est des personnes que tu as déjà vues dans la vraie vie, que tu as rencontrées? Non. Non. Et c'est des personnes avec qui tu t'entends au quotidien, j'imagine, avec qui tu joues, parce que toi, tu joues en ligne? Oui. Ok, c'est des amis que tu as depuis longtemps? Oui. D'accord. Donc ça favorise aussi les amitiés, c'est pas mal. Ça favorise des amitiés, tant mieux qu'il y en ait. C'est aussi des personnes qu'on ne connaît pas forcément dans la vraie vie, qui peuvent soutenir quand on n'a pas forcément un gros réseau. Après, rien ne vaut quand même des amitiés réelles. Oui, totalement. Est-ce que, moi, en tant que maman, je psychote un peu à l'idée de donner un téléphone
à mon fils un jour, sachant qu'il en demande déjà, il a 8 ans. Hein. Mais est-ce qu'il y a, je pose la question, est-ce qu'il y a un moment ou une période de la vie en général où les jeunes sont plus vulnérables face à l'impact justement des réseaux sociaux? Moi, je compte lui offrir un portable sur lequel il sera joignable et puis c'est tout, il n'aura pas accès à Internet. Malheureusement pour lui, voilà. Ou heureusement pour moi, j'en sais rien, ou pour lui aussi. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un âge, justement, où on peut donner le téléphone? Vous, les jeunes, vous voulez réagir? Moi, j'ai une idée. Oui. Pour toi, c'est quoi l'âge idéal pour avoir un téléphone? Minimum, quand tu es en CM1. En CM1? Ça dépend parce que tu peux aussi mettre des contrôles parentaux et bloquer les applications qui ont moins de l'âge de... D'accord. Tu me donnes des conseils en fait en tant que maman, c'est cool. Oui, Riz? Moi, je dirais 11 ans. 11 ans? Oui. Bah, c'est pas l'âge du CM1 du coup, oui. Anouar, à ton avis, quel est l'âge idéal pour un enfant, enfin pour un jeune d'avoir un téléphone? Vers 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Et toi, Bérat, tu en penses quoi? Bah, à partir de la 6e, donc 11 ans, 12 ans. D'accord. Et Lévis, toi, tu en penses quoi? Est-ce qu'il y a un âge, quel est l'âge pour toi idéal pour avoir un téléphone? 20 ans. 20 ans 20 ans, c'est pas mal, c'est un bon âge. Du coup, je vous pose à vous la question. Thierry, toi, tu en penses quoi? Moi, j'ai 2 filles qui sont grandes maintenant, mais effectivement, elles en ont eu 6e, 5e. 6e, 5e? Oui. Bon, c'était période de collège, et, vraiment par sécurité. Mais c'était des téléphones simples, avec il n'y avait pas d'abonnement Internet. C'est uniquement pour qu'elles soient joignables, et voilà. C'était uniquement pour la sécurité. D'accord. Esmaël, est-ce que tu penses qu'il y a un âge idéal pour avoir le téléphone? Est-ce qu'on est vulnérable Est-ce qu'on est moins vulnérable à 11 ans justement pour avoir le téléphone et pour avoir l'accès au réseau? Alors tout dépend de comment tu utilises le téléphone. J'ai entendu parler de contrôle parental. C'est chouette d'avoir un contrôle parental, mais les jeunes maintenant, ils savent plus utiliser le contrôle parental que les parents eux-mêmes. Donc c'est vite obsolète. Je pense que la meilleure des choses, c'est surtout la prévention auprès des jeunes. Après, est-ce qu'il existe des périodes de la vie qui sont un peu plus critiques, où on est un peu plus soumis à la vulnérabilité par rapport aux réseaux sociaux, etc. Oui, évidemment, la période de l'adolescence, c'est quand même une période charnière où on se construit. Et effectivement, on a à la fois besoin d'avoir des liens avec les autres, les gens de notre âge, et à la fois on a besoin d'être protégé, mais en même temps, c'est aussi aux adultes de guider ces jeunes pour utiliser au mieux, et comment on se protège aussi au mieux de toutes les choses qui peuvent nous arriver, qui ne nous sont pas agréables. Donc, je ne sais pas s'il y a un âge particulier, mais il faut dans tous les cas être accompagné par les parents pour ça. Ça a un impact aussi sur le plan scolaire, dès qu'on a un téléphone entre les mains. Dimitri? Pas forcément. En fait, moi, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Enfin, c'est une question tellement vaste. Je suis d'accord avec ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, il faut faire une différence entre l'objet, le téléphone et le contenu. Oui. Quand on arrive au collège, le collège, il est aussi supposé, au-delà de l'éducation qu'on va recevoir avec les cours, il est aussi supposé amener les prémices de l'autonomie. Et en fait, un enfant qui, surtout à l'époque où on vit, un enfant qui ne va pas avoir de téléphone, par exemple, pendant l'intégralité du collège, il risque déjà d'y avoir une fracture sociale aussi avec les autres, parce que la plupart vont en avoir, la société a évolué dans ce sens-là. Et puis surtout, il y a le côté, alors certes, être joignable par les parents, mais ne serait-ce que même un téléphone sans forfait internet, de pouvoir simplement avoir la possibilité de garder contact avec ses copains de l'école, ou quand on te demande, on peut te joindre pour faire un truc, simplement dire, non, j'ai pas de téléphone. Ouais. Ça risque de créer une exclusion qui peut après en fait donner une identité qui va te suivre tout le collège. Donc avoir un téléphone sans même forfait internet, simplement pour être joignable, que ce soit par les parents ou garder le lien après les cours, je pense que la 6e, dans le monde actuel, je pense que c'est très bien. Après, effectivement, on va se discuter avec la famille, en l'occurrence avec toi du coup, mais va se discuter à quel âge le forfait internet va arriver, à quel âge on va laisser plus. Moi, les contrôles parentaux, j'y crois assez peu, parce qu'effectivement, quand on est jeune, on est super fort et on contourne le contrôle parental souvent très facilement. Mais d'avoir un premier téléphone, l'objet en tout cas de quoi être joignable à l'arrivée en 6e, et puis après, peut-être quand on arrive plutôt en 4e, ça laisse aussi le temps aux parents de voir l'impact du téléphone, des résultats, la vie au collège, tout ça. Et puis après, quand on arrive en 4e, 3e, ce qui correspond à l'âge légal en France, il me semble, pour accéder aux réseaux sociaux, en tout cas pour s'inscrire, qui je crois est de 13 ans. Donc normalement, avant la 4e,
n'est pas supposé être sur les réseaux sociaux. Donc du coup, je pense que c'est un chemin qui est bien. Et puis après, arriver au lycée, on a pu du coup, normalement, a priori, s'éduquer au réseau, à l'objet, tout ça. Et puis, je pense que c'est un âge plutôt sain, je dirais, de 11 ans pour le téléphone et puis 13-14 ans pour les réseaux, quoi. Très bien, merci à tous. On arrive à la fin de cette émission. Merci Sofiane, merci Lewis, Riz, Anuar, Berat, Esmaën, Thierry, Dimitri. Merci d'avoir participé à ce moment. Est-ce que c'était cool quand même ce moment ? Oui. C'était cool ? C'est la première fois que je fais ça. Oui. Et du coup, c'était intéressant ? Oui. D'accord. Sofiane, toi, tu en as pensé quoi ? C'était cool. C'était cool. Berat, Anuar ? Oui, ça va. Ça va ? Lewis, toi, tu en as pensé quoi ? Est-ce que c'était cool ? Oui. Oui ? Bah, tant mieux si ça a été cool pour tout le monde. Et donc, c'était la fondation Cognac G, le service AJJ, accueil de jour judiciaire. Merci d'avoir suivi cette émission et peut-être à la prochaine.